Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Bienvenue dans cette émission Entrevue, un nouveau numéro, 30 minutes donc pour évoquer toute l'actualité au pays, le dialogue politique, le processus électoral, le discours du chef de l'État sur l'état de la nation et la réunion de l'île des Gorées, une réunion très controversée où étaient regroupés une quarantaine de membres de l'opposition. Sur ce plateau pour animer justement cette émission, Patine Kerry est avec moi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et notre invité, c'est l'abbé Jean Bosco Bala, expert en communication et acteur de la société civile. Bienvenue. Merci beaucoup. D'abord, première question. Est-ce que vous êtes de ceux qui s'inquiètent quand on évoque l'année 2016? Mais non. D'habitude, je suis un homme très positif. Oui. Hein. Je suis un homme qui aime aussi positiver les choses. J'ai déjà connu tellement de situations dangereuses et difficiles dans notre pays. J'ai traversé pratiquement toute l'histoire de 15 à 20 années ici comme vraiment acteur directement impliqué hein, dans certaines situations, au point que lorsqu'on parle de 2016, je dis le pays continuera à tourner en 2016, le monde continuera à tourner autour du soleil et il n'y aura pas de catastrophe. Et je suis bien placé pour le savoir parce que moi j'enseigne aux gens justement à croire en la miséricorde de Dieu, à croire également en la grâce de Dieu, mais aussi à croire en l'homme. Parce que si Dieu n'avait pas fait confiance en l'homme, il ne se serait pas incarné, il ne nous aurait pas envoyé un sauveur. Et donc aujourd'hui, si un chrétien comme moi, un prêtre par surcroît et un patriote ne croient qu'en 2016, il y aura une catastrophe. Mais pourquoi? C'est que les Congolais ne savent pas gérer leurs affaires, c'est qu'ils ne sont pas intelligents, c'est qu'ils n'ont pas la grâce de Dieu. Ils sont très croyants, ils sont musulmans, ils sont kimbanguistes, ils sont chrétiens, ils sont animistes, et tous croient que le monde ne va pas s'arrêter en 2016. Et le dialogue, tout le monde mise désormais sur ça. Et pourquoi? Parce que c'est une issue. Je n'ai pas dit que c'est la seule, parce qu'il y en a qui croient que c'est la seule. Non, mais c'est l'issue qui a été acceptée de façon consensuelle. Il y a eu des consultations. Nous l'avons déjà expérimenté plusieurs fois dans notre pays. Et le dialogue est devenu, comme pour les Congolais, comme une sorte de, j'allais dire, de mode de fonctionnement de la démocratie. Et ce mode de fonctionnement de la démocratie a des résultats. On les a vus depuis le début de l'histoire de notre peuple, pendant qu'il accédait à l'indépendance. Il y a eu des dialogues, il y a eu des concertations entre hommes politiques et entre leaders. Et la dernière concertation que nous avons connue, qui a donné, j'allais dire, l'image de la refondation de notre nation, c'est celle que nous sommes allés faire à Sun City, où nous avons inventé un système inédit. Un président de la République flanqué de 4 vice-présidents, un système complètement nouveau, dans lequel les gens ne donnaient pas un mois à cette coalition-là avant qu'elle n'éclate. Vous mettez des belligérants qui étaient en train de se tirer dessus, qui dirigeaient pratiquement une entité chacune. Vous les mettez ensemble et ils parviennent à s'entendre pour aller jusqu'aux élections, même si à un moment donné, il y a eu des contestations. Mais tout de même, l'attelage avait marché. Aujourd'hui encore, je fais confiance aux Congolais, je sais que ça va fonctionner. L'inquiétude, M. Rabibala, c'est l'adhésion de tout le monde, l'adhésion de toutes les parties. Vous êtes acteur de la société civile. D'un côté, il y a l'opposition qui se dit radicale, de l'autre, il y a une autre opposition qui se dit nationaliste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de théories qui se créent autour de ce dialogue, l'issue même du dialogue. Vous avez parlé de plusieurs rencontres, des concertations. Nous savons que ça aboutit soit à un partage de pouvoir, ça on le sait. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas l'adhésion de tout le monde. L'UDPS dit oui, mais parfois elle se rétracte. De l'autre côté, il y a une certaine opposition qui est farouche carrément au dialogue. C'est ça l'inquiétude, de ne pas avoir l'adhésion de tout le monde. Question intéressante, question qui nous permet de dire également ce qu'est notre classe politique. Question intéressante. Peut-on arriver à mettre tout le monde d'accord au même moment? Je dis, connaissant notre classe politique, que c'est difficile à réaliser
Non seulement vu la dimension de notre pays, vu l'histoire de notre pays, vu aussi la qualité Il y a des acteurs. il y a des acteurs qui ne peuvent pas manquer dans ce dialogue. Non, il y a Vu tellement leur poids, surtout en termes politiques aussi. Pas tellement. Il y a tellement d'interactions. Hein. Je vais d'abord qualifier notre cas politique. Vous avez en face, en face des institutions du pouvoir, vous avez ce qu'on appelle l'opposition. Mais cette opposition, idéologiquement, elle est marquée par quoi? Parce que dans d'autres pays, lorsqu'on parle de l'opposition, on sait que ceux de droite ont cette idéologie, ceux de gauche ont cette idéologie. Nous nous retrouvons avec 500 partis politiques qui parfois disent la même chose tout en n'étant pas d'accord avec, avec la même chose. Vous avez aujourd'hui le PPRD, par exemple, qui est le parti dominant aujourd'hui. Le PPRD se dit parti de gauche. L'UDPS dit aussi que c'est un parti de gauche. Ils sont tous dans l'international socialiste. Mais ils sont opposés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas opposés par l'idéologie. Aujourd'hui, vous avez des gens, comment mettre des gens d'accord si d'abord vous ne savez pas quel est leur but? D'où l'inquiétude. Quel est le projet de société que les gens nous présentent? C'est ça finalement l'inquiétude. Est-ce que le dialogue va avoir les concertations nationales? On a vu qu'une partie aussi n'avait pas adhéré et rejette très souvent les résolutions des concertations. Mais justement, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Parce que l'opposition, le pouvoir ne se définissent pas par rapport à une idéologie, par rapport à un projet de société. Ils se définissent par rapport à un individu, par exemple. Il suffit que quelqu'un se déclare être contre le mandat de l'actuel chef de l'État, tout de suite, il devient opposant. Alors qu'hier, il était dans la majorité et il a aidé à consolider le système sur lequel est bâti aujourd'hui le pouvoir qui est en place. Alors, je suis en train de dire que c'est ça la faute. On ne peut donc pas attendre des gens qui n'ont aucune idéologie derrière. Parce que moi, j'attends que les gens me disent. Quelqu'un dit dans son discours, moi je suis en train d'essayer de consolider la desserte en électricité dans le pays. Je voudrais que les Congolais aient de l'eau. Je voudrais continuer à construire le pays. Je vais donner des routes. Ça, nous les attendons. Je voudrais continuer à sécuriser les gens parce que justement, les gens ont besoin de sécurité. C'est pas ça le discours? C'est le discours. C'est quoi le discours? Je suis en train de le dire. C'est quoi alors le discours que vous entendez? Ce n'est pas le discours que j'entends. Je voudrais que quelqu'un commence à me dire non, 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 non. Quand moi je serai là-bas, moi je ferai autre chose. Je vous amènerai au ciel. Je n'entends pas un discours qui est différent. Ça fait donc qu'aujourd'hui, si vous attendez que les gens s'entendent sur justement le point du dialogue, pourquoi devons-nous aller dialoguer? Pourquoi les gens, certains, ont peur d'aller dialoguer? Parce qu'ils ont peur d'affronter l'adversaire. Ils aimeraient que les choses se passent, j'allais dire, d'une façon biaisée, parce que le dialoguer avec quelqu'un, être en face de l'autre, comme je suis en face de vous, c'est avoir un certain courage. C'est avoir le courage de la contradiction. C'est très facile à quelqu'un de dire « moi je ne viens pas vous parler parce que je soupçonne que pendant que nous serons en train de parler, vous allez commencer à m'insulter ». Mais venez, écoutez ce que l'autre veut vous dire, voyez si c'est vrai ce qu'il est en train de vous dire, contredisez-le sur le terrain de la parole donnée. Alors, ces opposants au dialogue, oui. Doit-on les ignorer ou attendre leur adhésion? Il n'y a pas à ignorer quelqu'un. Je vous donne un exemple. On n'ignore pas quelqu'un. Quand vous tendez la main à quelqu'un et lui dit « moi, je ne suis pas preneur », partez avec ceux qui sont d'accord de cheminer. Peu importe le poids. Les gens disent, ils parlent de poids politique. Moi, j'aimerais quand même qu'on soit un peu modeste. C'est le peuple qui détermine le poids politique de quelqu'un, n'est-ce pas? Vous faites un référendum, par exemple, et les gens vous plébiscitent et disent « nous sommes d'accord avec vos idées ». Vous faites une élection, et pendant cette élection, on connaît votre poids politique selon le score que vous avez fait. Bien, si quelqu'un dit « moi, je sais que notre nation, elle est actuellement devant un fait grave. Comment allons-nous organiser les élections en 2016 pour que nous n'ayons pas de vide juridique de pouvoir, pour que nous ayons la possibilité d'organiser ces élections sans qu'il y ait contestation, n'est-ce pas? Contestation qui pourrait mener à des violences, pour que nous ayons les moyens nécessaires à faire cette élection. Si quelqu'un entend ça, si quelqu'un dit aussi, nous sommes entrés dans un système que nous n'avons pas inventé. C'est vrai. Quand je parle de modestie de la part de la classe politique congolaise, je parle aussi de la modestie de la part de certains pays africains dont nous faisons partie. Nous sommes entrés dans un système électoral coûteux
qui demande des élections au suffrage universel, au premier degré, au deuxième degré, au troisième degré, qui demande, avec un pays immense, donc qui a l'étendue de l'Europe centrale, nous sommes entrés dans un système électoral dont le coût ne peut pas être supporté par nos budgets. Parlons-en, comme Alors, vous venez comment de faire, l'évoquer, si oui. quelqu'un vous appelle à venir réfléchir ensemble sur comment faire pour qu'on diminue le coût de ces élections? Vous le soupçonnez, vous refusez, vous dites non, 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 moi je vous soupçonne, je ne viens pas. Vous allez avec ceux qui acceptent. Alors parlons-en. Ces élections à cette étape que la CENI avait proposée, est-ce que vous y croyez encore? Moi j'y crois. Pourquoi a-t-on mis en place alors la CENI? Pourquoi sommes-nous là tous, Le acteurs temps. de la société? Oui. Moi je continue à animer, à faire en sorte que nos 400 radios communautaires, je fais partie des fondateurs de cette structure. Je continue avec nos partenaires à les encourager à faire l'éducation civique du peuple. Nous parlons sur nos radios. Nous avons continué, nous avons fait tout un programme avec mes collègues pour que nous puissions continuer à dire au peuple que c'est vous le souverain primaire, c'est vous qui devez prendre le pas sur les acteurs de la société, sur les acteurs politiques qui, eux, ne vivent pas ce que nous vivons dans nos villages. Si vous posez la question aux Congolais lambda, son problème, ce ne sont pas vos termes nouveaux que vous inventez, glissement, machin truc. Leur problème, c'est est-ce que nous allons survivre au lendemain, avoir du travail, avoir de l'eau, avoir de quoi manger? Est-ce que nous allons circuler sur la route et ne pas nous laisser violenter par des bandits? Est-ce que nous allons pas être attaqués par des groupes armés? Voilà la préoccupation. Et cette préoccupation-là, elle a rencontré, pendant ces quelques années que nous sommes en train de vivre, elle a rencontré une certaine solution. Cette solution doit être renforcée. Alors, tout autre discours, lorsque vous êtes en train de tenir le genre de discours que j'entends, que je lis sur les réseaux sociaux, je les fréquente beaucoup par métier, mais aussi par souci de savoir ce que disent les gens. Mais aujourd'hui, nous devons redire à la classe politique congolaise que nous avons déjà trouvé des solutions là où personne ne croyait que nous pouvions les trouver. Et ces solutions là-bas ne sont pas venues parce que ceux qu'on nous a présentés comme facilitateurs, j'ai dit le mot sans crainte, que ceux-là, parfois, n'étaient pas avec nous. Et c'est quand nous nous isolions. Moi, j'ai participé à une série de dialogues, oui, de négociations pour le pays, pour la nation, en tant qu'acteur de la société civile et en tant qu'acteur social. Oui. J'ai vu que chaque fois que les Congolais refusaient les souffleurs, n'est-ce pas? Les souffleurs, c'est qui? Les souffleurs, vous le savez, les décideurs du monde qui ont cru que chaque fois que les affaires du Congo, ils doivent toujours intervenir. Ce que vous appelez la communauté internationale. Ce qu'on appelle la communauté internationale. Moi, je voudrais, monsieur l'abbé, le contexte, il n'est pas pareil. Oui. Le contexte, il est que en 2016, les gens attendent peut-être qu'il y ait... voilà, que le président se prononce par exemple aujourd'hui pour dire tiens, je vous invite au dialogue, non pas pour vous dire que je vais rester en 2016, mais que nous puissions réellement réfléchir sur les élections. Je sais qu'il ne cesse de le dire. Il ne cesse de le dire, même tout récemment lors du discours. Les gens, après, on a vu quelques réactions. Pourquoi il n'a pas parlé sur son avenir politique, par exemple? Patinquier, parlons vite, parlons vrai. Depuis quand avez-vous déjà vu un chef de l'État venir annoncer aux gens, écoutez, dans 2 jours, moi je vais céder le jeu. Il est encore en train de dire, il est en plein mandat, il est en plein exercice de son mandat. Ce serait irresponsable. D'ailleurs, moi je n'attendrai jamais une chose pareille du chef d'État. Si je le respecte, je ne peux jamais demander au président de la République de dire aux gens, écoutez, en 2016, je m'en vais. Puisqu'il a dit qu'il allait respecter la Constitution. Mais si ça contribue à la paix sociale, parce qu'on constate que ça... Quelle est la paix qui est perturbée par le fait qu'il ne l'a pas encore dit? Mais quelle est la paix sociale qui n'est pas... Mais non, ce n'est pas vrai. Oui. Il ne faut pas que les gens se mettent à faire peur pour rien à mon peuple. Les gens sont en train quand même d'exagérer un peu. On dirait qu'aujourd'hui, chaque fois je vois, moi-même quand j'interviens que je dis aux gens, écoutez, soyez juste. Ne prêtez pas à quelqu'un des intentions qu'il n'a pas encore données. Ne dites pas à quelqu'un de confesser un péché qu'il n'a pas encore commis. Même nous les prêtres, on ne demande pas ça aux gens. On attend que quelqu'un commette le péché et il vient se confesser. Mais vous dites à quelqu'un, je vais confesser déjà un péché que je n'ai pas encore commis. Non. Je crois qu'il faut être juste, il faut être vrai. Si tant est que, aujourd'hui, ce dialogue devra aboutir par la dynamique de la salle à quelque chose d'inattendu, ça c'est ce qu'on appelle justement les risques d'une dynamique de dialogue. Mais aujourd'hui, je crois que honnêtement parlant,
lorsque j'ai entendu le discours du président de la République, moi j'étais content et satisfait. Pourquoi? Parce que, vous voyez, un pays comme le nôtre, où il y a des vautours qui sont en train de le regarder et voudraient le manger, ça ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas une fiction. Lumumba l'a dit au début de son mandat, il dit la blacanisation dans son français du terroir, eh bien la blacanisation de ce pays est en route. La Belgique voudrait blacaniser le Congo. Le chef de l'État lui-même l'a dit un jour, que des gens sont en train de se réunir pour pouvoir découper ce pays, mais qu'il restera dans ses frontières de 1960. Monseigneur Kataliko, dans sa lettre de Noël 1999, lettre à cause de laquelle on l'a envoyé en exil, il a osé dire à tous les grands de ce monde qu'il sait que des puissances étrangères sont en train d'organiser des guerres avec l'argent de notre pays, les minéraux qu'ils puissent dans notre pays, pour pouvoir déstabiliser ce pays et le diviser, et qu'ils disent que le pays est trop grand pour être gouverné. Alors ce schéma n'est pas encore fini. Lorsque vous avez un pays où tout le monde a le regard tourné pour pouvoir dire nous devons mettre la main sur les dernières réserves stratégiques des monnaies du monde, ne vous étonnez pas que des milliardaires, justement, organisent des réunions pour pouvoir trouver des alliés ici. D'autres organisent d'autres réunions. Nous connaissons ça parce que nous aussi, nous avons participé à de telles réunions. Pourquoi? Avant Sun City, on nous a promenés à Libreville, on nous a amenés à Bruxelles, nous, société civile, nous sommes allés à Bruxelles. D'autres sont allés à Kigali, ils ont créé une alliance là-bas. Mais à la fin, nous nous sommes retrouvés où? À Sun City, où nous avons dit non. Vous qui pilotez tel mouvement, nous connaissons vos intentions. Vous voulez prendre l'Ituri et le reste là-bas. Restez chez vous. Accord de Ngourdoto. Vous qui voulez vous piloter les autres là-bas, accord de Pretoria, vous restez chez vous et withdraw, sortez votre armée. Nous allons nous entendre. Voilà où peut aboutir un dialogue, à quelque chose d'inattendu. Monsieur l'abbé, ce schéma, on n'est pas encore sorti peut-être de ce schéma, vous le dites, il y a des gens qui réfléchissent, beaucoup de penseurs, des penseurs aussi. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne sur le discours du chef de l'État. Pour certains, discours bilan, on a entendu le discours bilan que le pays a tellement évolué. Le pays aujourd'hui a gagné aussi 11 places sur l'indice du développement humain. On en a parlé avant-hier, ça vient compléter le discours. Mais d'un autre côté, c'est aussi un discours interpellateur, d'appel au dialogue, même si beaucoup après ont critiqué ce discours. Mais c'est aussi un discours offensif pour surtout la presse internationale. C'était un discours offensif s'attaquant par exemple à l'Occident. Je ne crois pas, nulle part je l'ai entendu citer l'Occident. Moi je viens de le citer peut-être, je parle librement, mais je crois qu'un chef de l'État qui veut rassurer son peuple, il parlait aux Congolais. Il leur a bien dit, les solutions aux problèmes de notre pays ne viendront ni de l'ONU, ni de l'Occident, ni de l'Orient. Mais le facilitateur, par exemple, le facilitateur du dialogue, viendra, par exemple, des Nations Unies, puisque il y a déjà quelqu'un qui dit seulement qu'il ne peut venir que des Nations Unies. Il peut venir également de l'Union africaine. Mais celui qui consulte Saïd Djinnit, il est des Nations Unies. Mais oui, c'est ce que je vous dis. Mais pour le moment, on ne nous a pas encore dit le nom du facilitateur. Qui vous dit que demain, une autre dynamique ne peut pas naître, où on mettrait, justement, on demanderait à un acteur africain, à un sage africain, venant de l'Union africaine, de pouvoir le faire. Non, le problème ne se situe pas à ce niveau là-bas. Le problème se situe au niveau d'une certaine conscience nationale et d'une certaine fierté. J'ai entendu presque les larmes aux yeux, feu le cardinal Etchaou, quand nous étions à Sun City, venir au cours d'une cérémonie, parce que nous venions en ce moment-là, encore une fois, d'être d'accord à ne pas être d'accord. Hein, c'était après l'histoire de l'accord de Cascade, où justement deux parties s'étaient rencontrées et ont vite fait un accord en laissant tout le monde sur la route, comme si les choses... Le cardinal a organisé une cérémonie pendant laquelle il nous a dit, dans son lingala de l'Équateur là-bas, il dit « Liboke na biso tozali komemango bipai na bipai paya bapaya ». Tokoyoka sonite. Soloana tozali komemela bango bango nde bako. Vous entendez ça? Notre histoire, hein, nous sommes en train d'amener ça à gauche, à droite, chez les étrangers, comme si nous-mêmes nous étions incapables de laver notre linge sale en famille.
Et ces jours-là, beaucoup ont été interpellés. Et effectivement, lorsqu'on a délocalisé les pourparlers jusqu'à Pretoria, les gens ont pris conscience que nous ne pouvions plus continuer à faire le malin et qu'il fallait mettre tout le monde d'accord sur une idée de la nation congolaise. Est-ce que ce n'est pas une façon justement pour Joseph Kabila de dire, oui, voilà, on n'a pas besoin de vous, communauté internationale? Non. Parce que si il faut se référer sur ses précédents discours où il demandait, personne interposée à la mission onusienne de plier bagages. Non, c'est pour ça que moi je vous parlais d'idéologie. Lorsque vous entendez, j'ai l'avantage de fréquenter les institutions congolaises et les acteurs politiques et peut-être aussi d'écouter beaucoup le chef de l'État. Je l'ai déjà interviewé dans mon métier, je l'ai déjà interviewé au moins 3 ou 4 fois, donc je sais comment il parle. Et je sais que cet homme est profondément nationaliste. Le langage nationaliste, c'est celui-là qui a fait tuer Lumumba. C'est ce même langage qui fait tuer M. Laurent Désiré Kabila. C'est ce même langage qui fait tuer tous les nationalistes dans le monde entier. L'impérialisme, c'est-à-dire la domination du monde par les gens qui ont l'argent et qui ont le pouvoir, si je puis dire, de décision, d'armes et de violence sur les autres pays, ce langage-là, on ne l'aime pas. On n'aime pas ce langage-là. Et donc, le chef de l'État, jamais... Je ne suis pas son porte-parole, je ne pourrais même pas parler en son nom. Je sais très bien qu'il connaît ce qu'on appelle le partenariat. La première chose qu'il avait faite lorsqu'il a été élu en 2006, il a pris son bâton de pèlerin. Il est allé demander à tous les partenaires, venez investissez au Congo. 2 ans après, on ne lui a rien donné. En 2008, il a dû aller en Chine pour signer, pour demander ce qu'on appelait l'accord de partenariat gagnant-gagnant entre la Chine et nous, ce qu'on appelle le programme sino-congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire qu'il est autosuffisant, tellement autosuffisant qu'il n'a pas besoin des autres? La seule chose que les Africains demandent, et spécialement nous les Congolais, nous devrions demander, parce que quand je vois notre classe politique, la manière dont elle essaie chaque fois de faire croire que c'est à travers les ambassades que leur opinion peut être écoutée, que c'est à travers, je ne sais pas. Ceux-là ont leurs intérêts. Non, le monde est fait d'intérêts. Il n'y a pas d'amitié publique, il n'y a pas d'affection ou d'amour. Non, les gens qui disent qu'ils aiment le Congo, non, ils aiment ce que le Congo peut donner. Aujourd'hui donc, la coopération juste et vraie devrait consister à aider les Congolais à aller vers des élections libres, démocratiques, indépendantes, transparentes, mais, comme le chef de l'État a utilisé un terme que j'ai aimé, authentiquement congolais, c'est-à-dire que ce sont des Congolais qui décident. Qu'est-ce que ça quelque part ça Moi, ça me dit quelque chose. Authentiquement congolais, parce que le lendemain, ça a été commenté de plusieurs manières, authentiquement congolais des élections. Pourquoi pas? Chaque pays fait l'expérience de la démocratie selon son cheminement. Pour aboutir au système aujourd'hui que tout le monde admire, le système américain des élections, avec des grands électeurs, avec le suffrage secondaire qu'on met en place pour pouvoir élire le président de la République. Ils ont fait près de 250 années, c'est-à-dire presque 3 siècles, pour peaufiner ce système. Et ce système est authentiquement américain, n'est-ce pas? Pour que la France arrive aujourd'hui à organiser des élections régionales, communales, ils arrivent jusqu'aux élections présidentielles et avec une machine bien huilée. Ils n'ont pas besoin de CENI, ils ont une administration électorale. C'est l'État qui garantit la crédibilité des élections. C'est le ministère de l'Intérieur qui l'organise. Ça devrait être normal. Mais comme nous ne nous faisons pas confiance, la confiance ne règne pas. Lorsque déjà vous refusez de venir parler à l'autre parce que vous le soupçonnez, et il n'a pas encore dit qu'il va faire telle chose, vous le soupçonnez. Quand la confiance ne règne pas entre acteurs politiques, nous devrions chercher quelle est la voie. Nous avons beaucoup de chercheurs qui ont fait cet exercice. Moi-même également dans mes recherches en communication d'entreprise ou en communication institutionnelle, moi j'essaie de dire aux gens, quelle est l'image que vous projetez à l'extérieur de vous-même? Je donne un exemple bien précis, un simple petit fait de rien du tout, un fait divers. Je vais sur Facebook et je vois que quelqu'un a posté une lettre soi-disant venant d'un commandant de la police qui demande aux gens, qui avertit les gens, un faire-part, qu'il va venir demander de la nourriture et de l'eau. J'appelle
le commandant de la police. J'appelle le chef de la police, je lui dis, mais est-ce que vous êtes de temps en temps sur Facebook? Il dit oui. Je dis, mais est-ce que vous avez lu quelque chose? Il dit, bon, envoyez-moi cette lettre-là. Il était au nid, il m'appelle après, il me dit, mais cette histoire-là, c'était un mensonge flagrant. Celui qui a posté ça, il a posté ça avec des fautes d'orthographe dans la police nationale. J'ai des collègues qui sont là-dedans. J'ai des amis, j'ai mes neveux qui sont dedans. J'ai mes petits frères qui sont là-dedans, n'est-ce pas? Des licenciés, des gens qui ont fait des études universitaires et donc qui ne commettent pas de fautes d'orthographe. Ou qui, s'ils en commettent, ce n'est pas notre langue, ils ne font pas de fautes aussi grossières. Mais il me dit, qu'est-ce que les gens veulent faire? Ils savent que maintenant, la police est dotée de moyens, n'est-ce pas? On a donné des moyens à la police. Ils savent que la police va devoir réprimer tous ceux qui vont essayer de faire des bêtises pendant les fêtes ces derniers temps. Il faut la discréditer. Il faut montrer que c'est une police pamba-pamba, une police qui est en train de demander aux gens de l'argent. Un exemple comme celui-là, vous mettez ça sur Facebook et vous montrez ça au monde entier, que c'est ça votre police. Et vous voulez que demain, un envoyé spécial ou un je ne sais pas qui vienne ici et qui commence à vous donner des leçons de démocratie en pensant que vous n'avez jamais rien organisé, qu'ici il n'y a pas de gens intelligents. Je vois des gens, j'ai lu des gens qui disent, oh, vous voyez, les institutions sont dirigées par des gens incompétents. Moi, incompétent, docteur en sciences de la communication, je vais être incompétent dans mon domaine. L'abbé Maloumalo qui était là-bas, docteur en sciences politiques, va être incompétent pour organiser les élections. Vous voyez l'image que vous donnez? Donc vous donnez une image des gens incapables de s'entendre. On vous appelle alors en Gorée. On vous appelle Nali de Gorée pour vous donner des leçons. Voilà. Mais c'est quoi cette histoire? Parlons donc de cette réunion de Gorée, de l'île de Gorée, comme vous venez de l'évoquer. On parle du complot. Est-ce que c'est votre avis? Non, vous savez, je vous ai dit tout de suite que je connais tellement la classe politique de notre pays que je n'aimerais m'attirer la sympathie ni lire en français, c'est-à-dire la colère, ni des uns ni des autres. Oui. Je les connais tellement que moi, j'aimerais qu'on minimise cette histoire-là. Pourquoi minimiser? Je vais la minimiser parce que oui. ça aboutirait à quoi? Que des gens se soient réunis là-bas, ça aboutirait à quoi exactement? C'est-à-dire que demain, le Parlement va cesser de fonctionner. Réputés pour leur habitude à soulever la rue. Il y a une quarantaine d'opposants congolais sans un membre du pouvoir ni du gouvernement. Et l'Église catholique, qui était aussi partie là-bas, l'abbé Santédi, l'information a été livrée par Télé 50, on a vu l'avocat démentir, finalement nous avons reçu la lettre qui nous est parvenue, qui est signée par le secrétaire général adjoint, qui demandait au délégué, l'abbé Santédi, de quitter la réunion. Alors finalement, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il avait quitté la réunion, parce qu'il y avait que des opposants, ou parce que la réunion prenait une autre tournure. Patrick, il ne faut pas m'obliger à parler de ma propre chapelle, de ma propre église. Moi, je sais comment fonctionne également notre église et notre structure. Vous recevez une invitation. Vous n'allez pas dire non, on ne va pas y aller. Partout où on discute des choses qui peuvent faire avancer justement notre nation, qui peuvent faire que nous puissions donner notre contribution à l'avancement de notre nation, à l'avancement de notre peuple, nous allons y aller. Ils ont envoyé un délégué, et ils l'ont dit eux-mêmes, sans savoir quelle était la couleur de cette réunion. Je leur fais confiance. Moi, je n'aime pas soupçonner quelqu'un avant. J'entends ce qu'ils disent. C'est que moi, j'admire justement leur humilité. J'admire l'humilité de ceux qui travaillent au secrétariat général de la conférence épiscopale, d'avoir admis que, ne sachant pas quelle était la couleur politiquement marquée de cette réunion, ils ont envoyé de bonne foi un délégué, mais ils l'ont retiré. Ce retrait-là en lui-même est admirable. Ça signifie que quelqu'un admet qu'il ne doit pas à chaque fois se laisser attirer par tel ou tel qui veut l'amener dans sa propre idéologie. Ou bien parce que si, d'après les informations que nous avons aussi, le nom de quelqu'un, à M. Soros, qui aurait été cité et qui serait derrière... Non, moi, à ma connaissance, on m'a dit que c'était la fondation Konrad Adenauer. Oui, mais il y a toujours un financier. Les financeurs... Il y a toujours un financier derrière, oui. Peut-être une multinationale, un milliardaire, pour des intérêts peut-être mercantiles qui déstabiliserait certains pouvoirs en Afrique. Ça aussi, c'est l'information que nous avons. Monsieur Soros. Moi, je vais vous dire ceci. Qui empêche aujourd'hui les multinationales de commencer à chercher leurs candidats?
Puisque dans le temps, nous avons toujours appris que même en France, plusieurs chefs d'État finançaient la campagne d'hommes politiques français. La France-Afrique, c'est quoi? Est-ce que c'est un rêve ou quoi? Ou les dirigeants africains qui étaient placés par des Français pour diriger Total ou Elf. Pourquoi voulez-vous refuser à ces multinationales qui aujourd'hui lorgnent sur les richesses congolaises à commencer à se chercher leurs candidats à eux? Pourquoi vous voulez leur refuser ce droit? C'est de leur droit. Ils peuvent inviter qui ils veulent, s'ils veulent les mettre dans leur propre idéologie. Mais seulement, moi, mon message à ces acteurs politiques, mon message est celui-ci. Eh bien, si vous avez un bâton qui a frappé votre... Dans ma langue maternelle, Claude Bilingani connaît ça. Hein, le bâton qui a frappé votre rival, donc la femme de votre mari, dans les mariages polygamiques, on était polygames dans nos villages. Le bâton qui a frappé votre rival, ne le mettez pas à la tête du lit. Parce que le même bâton va vous frapper aussi. Hein? Ça se dit en machi. Donc, les bâtons qui a frappé votre... Alors, si aujourd'hui, ces pouvoirs occidentaux en veulent au pouvoir actuel en République démocratique du Congo parce qu'il a soi-disant bradé ou donné les richesses qu'eux exploitaient sans rien nous donner, il les a données à la Chine, par exemple. Parce que ça, il est devenu tout d'un coup infréquentable quand il est allé en Chine. Parce qu'avant, en 2006, ils nous ont financé les élections sans réchiner. Ils ont donné près d'1 demi-million de dollars. Pourquoi aujourd'hui il serait devenu un ennemi? Qu'est-ce qui a changé? Non, ça signifie que aujourd'hui, il y a cette lutte mondiale pour la mainmise sur les grandes richesses et les richesses stratégiques. Et ça doit passer par l'opposition. Et ça doit passer par l'opposition. Alors si quelqu'un veut influencer notre opposition dans ce sens, mais c'est de son droit. Si l'opposition pense que demain, par devoir d'ingratitude, ils ne vont pas eux aussi subir ce que le pouvoir actuel subit de la part de ces mêmes acteurs, eh bien, moi, je réfléchirai à 2 fois et je dirais, je préfère garder mes distances envers les uns et les autres et attendre d'arriver au pouvoir pour pouvoir savoir avec qui faire alliance. Vous commencez déjà à faire des alliances, vous vous faites inviter par des gens qui disent non, on vous donnera de l'argent pour les élections. Alors dis-moi qui te nourrit, je te dirai qui tu es. Donc pour moi, voilà comment j'analyse l'affaire de Gorée. Moi, je n'en fais pas un drame. Je continue à croire que c'est tout à fait de créer un front citoyen pour jouer la sentinelle pendant le processus électoral. Mais ils vont faire ce front citoyen, ce sera un de plus. Ce sera un de plus parce que nous avons déjà eu plusieurs plateformes ont été déjà créées. Mais demain... Vous voyez qu'il y ait alternance. Oui, mais hier, il y avait le front pro-dialogue. Les mêmes qui aujourd'hui sont en train de dire qu'ils ne sont pas, ils sont plus pour le dialogue. Hier, ils avaient créé un front pro-dialogue. Nous avons la mémoire et nous les suivons. Toujours l'andabino va politicien. Nous les suivons. Nous entendons ce qu'ils nous disent. Aujourd'hui, ils créent une dynamique, c'est bon. Les gens de la majorité créent aussi une dynamique. Après, une partie va à l'opposition. Nous les suivons aussi. C'est-à-dire, nous leur disons, soyez sérieux avec le peuple. Qu'est-ce que le peuple attend de l'homme politique congolais? C'est là que moi, je vais que mon discours soit porteur. Notre peuple attend la paix. Hier, dans le discours du chef d'État, j'ai entendu qu'il nous promettait de consolider la paix. C'est lui qui me promettra la paix. Ça, je vais diffuser son discours et je vais demander à tous mes collègues de le diffuser dans le pays entier. Je pèse quand même quelque chose au niveau idéologique avec nos radios. Ils sont là, les gens sont là, ils passent tous les jours. Ils passent tous les jours pour venir demander la démocratie et pour critiquer les dirigeants. C'est-à-dire, si quelqu'un est en train de mal agir quelque part à Malembankoulou, eh bien, la petite radio là-bas, un paysan va venir dire ce qu'il pense. La démocratie, c'est ça. La démocratie, ce n'est pas celle où les gens viennent, ils sont dans leur bureau, et puis après, ils viennent faire des déclarations, et ça passe sur vos médias, vous relayez, et tout le monde croit que le pays est en train de fonctionner à partir de toutes ces déclarations-là et de ces plateformes. Qu'on crée des plateformes. Nous aussi, les citoyens, on va créer la plateforme citoyenne des gens qui veulent que la paix règne dans ce pays, que les Congolais aient à boire et à manger, qu'on n'attaque pas nos églises quand nous sommes en train de prêcher, qu'on n'attaque pas nos paysans dans les champs, que les mamans aillent au champ, aillent à la rivière sans se faire violer.
nous allons créer aussi cette plateforme. On va voir qui est le plus fort. Merci beaucoup, Abbé Jean Bosco Bala. Je rappelle que vous êtes expert en communication et acteur de la société civile. Merci également à vous, Patine Kéry, pour votre participation à cette émission qui prend ainsi fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi et de rester fidèles au programme de Télé 50.